Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci aux premières personnes déjà connectées pour leur ponctualité. Nous avons quelques minutes de retard, mais nous allons tâcher de rattraper ce temps. Nous commencerons la présentation dans quelques instants pour tenir un timing serré. J'en profite pour vous préciser quelques informations logistiques. Tout d'abord, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat. Nous essaierons d'y répondre au fil du webinaire à la fin ou dans une foire aux questions qui vous sera envoyée ultérieurement. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez également le lien pour pouvoir le visualiser à nouveau. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par GRDF intitulé « Crise de l'énergie, le gaz est-il toujours un atout pour le logement performant ?» J'ai le plaisir de vous accompagner pendant ces 45 minutes. Le timing sera serré. Je m'appelle Éric Laurent et je suis chef de marché copropriété chez GRDF. En pleine crise énergétique, mais aussi environnementale, nous voyons une prise de conscience collective de la nécessité de réduire notre empreinte. Et c'est une bonne chose. À court terme, cette réduction passe évidemment par des actions de sobriété et d'efficacité énergétique pour consommer moins et mieux. La sobriété demandée aux Français a d'ailleurs payé en ce début d'hiver, car la consommation de gaz a reculé de 12% sur la période allant d'août à décembre, à rigueur climatique constante. Mais pour aller plus loin, il est nécessaire de pouvoir compter sur des logements performants, qu'ils soient neufs ou existants. Le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Au cours de ces 45 minutes, nous verrons comment le gaz participe à cette performance, tout d'abord grâce à la résilience des infrastructures qui permet de résister aux crises. Nous évoquerons la montée en puissance des gaz verts pour décarboner le mix énergétique. Et enfin, nous reviendrons sur la performance des systèmes au gaz, notamment en rénovation. Je suis accompagné aujourd'hui par Héloïse Post, responsable efficacité énergétique résidentielle existant chez Cegibat, qui nous parlera notamment de la performance des solutions gaz, et par Benoît Chintreuil, responsable réglementation des bâtiments existants chez GRDF. Nous allons rentrer très vite dans le sujet de la performance, mais avant cela, Benoît, pouvez-vous nous faire un petit rappel sur la place du gaz dans le mix énergétique français ? Oui, bonjour à tous. Donc, avant de s'intéresser aux questions de rénovation, on pensait utile de regarder la place du gaz dans le mix énergétique. Avec cette première planche qui montre, qui indique la consommation de gaz en France. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette consommation de gaz, donc exprimée en térawattheure, qui est l'unité de compte classique des énergéticiens, elle est du même ordre de grandeur que la consommation d'électricité, donc environ 475 térawattheures. Consommation qui se décompose pour le gaz en un gros tiers sur le réseau de transport, donc les gros tuyaux qui amènent le gaz depuis les points d'entrée, terminaux méthaniers ou interconnexions vers un réseau secondaire, caractérisé par des tuyaux de plus petit diamètre et qui fonctionnent en plus basse pression et qui amènent le gaz vers la plupart des clients, donc les 11 millions de clients particuliers ou tertiaires dans les bâtiments, puisque le gaz est la principale énergie de chauffage des bâtiments en France, mais aussi des usages industriels, voire un nouvel usage qui est la mobilité. Et donc un mot du transport, j'y reviens, il y a un certain nombre de clients qui sont directement raccordés au réseau de transport, en particulier pour la production d'électricité et puis pour des usages industriels, pour des gros consommateurs industriels. Donc voilà pour le tableau général de la consommation de gaz en France. On peut passer peut-être à la planche suivante, qui est centrée sur la question de la production d'électricité. Donc ça, c'est un usage qui est un petit peu méconnu. Le gaz est utilisé aussi pour produire de l'électricité, soit de façon centralisée, donc c'est ce qu'on a représenté ici, dans des centrales électriques. À gauche, vous avez la carte de France avec les centrales à cycle combiné au gaz. Il y a aussi d'autres centrales qui sont des turbines à combustion. Et il y a aussi un autre mode de production d'électricité à partir de gaz qui est la cogénération, qui est un mode de diffus de production d'électricité et de chaleur conjointement. Donc si on s'intéresse à la production centralisée, là on voit que depuis 2014, il y a globalement une tendance à la hausse de la consommation de gaz pour l'électricité, ce qui est lié d'ailleurs au fait que le nombre de centrales électriques au gaz augmente. La dernière a été raccordée en 2022, celle de Landivisiau. Et ce qui est aussi spectaculaire, c'est que 2022, qui est l'année de la crise énergétique et l'année où on a perdu une des principales sources d'approvisionnement en gaz en Europe, à savoir le gaz russe,
eh bien, ce sera aussi l'année, on n'a pas le chiffre définitif, mais on en est sûr, l'année où on aura consommé le plus de gaz pour la production électrique. Donc ça prouve en particulier que vouloir se passer du gaz en électrifiant les usages, bah, c'est une solution simpliste, puisque bah, pour couvrir cette demande supplémentaire d'électricité, il faut faire appel au gaz, avec d'ailleurs des rendements des centrales électriques qui ne sont pas forcément très très bons, hein, au maximum de 50% en tenant compte des pertes sur les réseaux. Donc le bilan global du passage du gaz à l'électricité n'est pas forcément favorable. Alors, planche suivante. Cette fois-ci, on s'intéresse aux usages final de l'énergie. Cette courbe représente le maximum de la puissance atteinte chaque semaine sur une année type. En l'occurrence, c'est l'année 2017-2018 qui a été caractérisée par une vague de froid assez importante fin février 2018, avec une pointe de consommation assez importante. Et donc, voilà, ça représente tous les usages énergétiques finaux en France, sauf le transport routier. Ce qu'on voit, c'est 2 choses. Déjà, c'est que le mix énergétique est équilibré en France, hein, avec une part significative prise par l'électricité en bleu, avec différents dégradés de bleu. Et puis le reste des énergies, gaz, fuel, GPL, mais aussi bois et réseaux de chaleur, qui couvrent l'autre partie de la demande d'énergie. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que finalement, le rôle assigné à chaque énergie est différent. L'électricité a vocation à plutôt couvrir les usages constants sur l'année, ce qui est assez logique parce que c'est une énergie qui se stocke difficilement. À l'inverse, les autres énergies, les combustibles en particulier, qui sont stockables, bah, prennent en charge, couvrent la demande plutôt hivernale, hein, et en particulier sur les heures de pointe, donc notamment le 28 février 2018, on voit que la part couverte par les énergies alternatives à l'électricité était très importante, hein, plus de 2 fois la part couverte par l'électricité. Et là, on montre le rapport très important entre la consommation maximale en hiver et en été, hein. Il y a un facteur 4 qui montre que globalement, le mix énergétique, en tout cas la demande d'énergie en France, est très thermosensible. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce graphique. Alors, on le voit, le gaz est un élément essentiel du mix énergétique français. Dans le même temps, on l'a dit tout à l'heure, nous vivons une crise énergétique inédite. Comment le réseau français permet-il de garantir la sécurité d'approvisionnement et surtout comment s'adapte-t-il pendant ces crises? Alors, sur la planche suivante, voilà, on montre que, il y a eu un défi très important auquel a fait face, hein, le réseau de gaz et enfin globalement les infrastructures de gaz en 2022. J'en ai parlé, la perte des importations depuis la Russie, qui d'ailleurs globalement à l'échelle de la France représentait pas une part majeure, des importations de gaz, moins de 20%, mais à l'échelle de l'Europe, en revanche, c'était pas le cas. Et donc, il a fallu réorganiser les flux, hein. On voit qu'avant le déclenchement de la crise, on avait des flux déjà importants en provenance des terminaux méthaniers. Donc, c'est du gaz naturel liquéfié transporté par bateau qui est regazéifié dans des terminaux méthaniers. Mais qu'après le déclenchement de la crise et donc après la fin des livraisons par Gazprom du gaz russe, là, cette source d'approvisionnement a pris une importance considérable et à telle enseigne que on a même aussi été capable d'exporter du gaz vers l'Allemagne, ce qu'on n'avait pas connu depuis très, très longtemps. Et donc évidemment, le gaz importé d'Allemagne, lui, a fortement diminué. Donc on voit une réallocation des flux très, très importante, permise par la grande flexibilité des infrastructures gazières, et notamment les terminaux métalliers dont j'ai déjà parlé, qui sont assez développés en France, puisqu'on a déjà 4 terminaux méthaniers sur 3 façades maritimes, et qu'un 5e terminal est en construction au Havre. Donc voilà pour la réallocation des flux, mais il y a un autre symbole finalement de la flexibilité des infrastructures gazières, c'est le stockage du gaz, puisque la capacité de stockage en France est très importante, de l'ordre de 130 TWh, ce qui représente un gros quart de la consommation annuelle. Et grâce à une gestion assez sage de ces stocks, grâce aussi aux actions de sobriété énergétique qui ont permis de diminuer
la demande de gaz. On est arrivé avant l'hiver avec un taux de remplissage inédit de 100%, quasiment 100% des stocks, qui a permis de bien gérer la crise. Et bon, il faut dire qu'on a été aussi aidé par des températures assez clémentes, qui ont fait que là, à fin janvier, on avait encore un taux de remplissage des stocks très élevé, de l'ordre de 75%, qui permet d'envisager sereinement la fin de l'hiver. Donc voilà, c'est une grande flexibilité des infrastructures gazières, à la fois dans l'accès à différentes sources d'approvisionnement, mais aussi dans la capacité de stockage. Merci Benoît pour ces éléments rassurants sur la résilience du système gazier en France. Évidemment, un élément qui va être important également, c'est les prix, hein, c'est le facteur économique. Avons-nous également des raisons d'être optimistes sur les évolutions des prix du gaz dans les mois et les années à venir? Alors oui, si on regarde cette planche en particulier, on peut être optimiste, hein. Alors évidemment, donc on a vu l'impact de la crise sur les flux, la répartition des flux de gaz, import-export, entre la France et les pays étrangers. Et évidemment, l'impact majeur de la crise a été l'évolution des prix, l'évolution à la hausse, hein, des prix du gaz. Cela dit, le gaz évidemment n'était pas la seule énergie touchée, hein. Toutes les énergies ont vu leur prix sur les marchés s'envoler, mais c'était vrai en particulier pour le gaz et l'électricité. Et donc c'est assez spectaculaire si on regarde en fait l'historique, hein, des prix de marché du gaz, là en l'occurrence de la principale place européenne qui est la place néerlandaise, TTF. On voit que eh bien, entre 2012 et 2020, on avait des prix qui étaient dans un tunnel assez étroit, hein, compris entre 15 et 25 euros par mégawattheure, et que tout a changé. Alors déjà avec la crise du Covid qui a fait fortement baisser les prix, et la reprise économique qui s'en est suivie, qui a induit une envolée des prix de l'énergie et du gaz en particulier, envolée qui a été démultipliée ensuite au moment de la crise russo-ukrainienne et de la décision prise par la Russie de mettre fin aux exportations de gaz en Europe. Voilà, on voit le moment où là, les acteurs ont pris conscience de la disparition de cette source d'approvisionnement, qui était notamment dans le courant de l'été 2022. Il y a eu vraiment une flambée des prix. Mais heureusement, depuis, un certain nombre de facteurs ont agi dans l'autre sens, plutôt dans le sens de la réduction de la tension entre l'équilibre entre l'offre et la demande. Bon, ces facteurs, on les a déjà mentionnés, hein, la sobriété qui a permis de réduire la demande, la capacité à accéder à des sources alternatives d'approvisionnement. Donc euh, on a pu accéder avec succès à du GNL des États-Unis ou du Qatar. Et puis aussi les températures assez clémentes de cet hiver qui ont permis donc de relâcher la tension. Et cette tension, il est attendu qu'elle continue de se relâcher sur les échéances suivantes, hein, puisqu'on voit sur la courbe en bleu là, qui représente la vision de l'évolution des prix vue des marchés pour les prochaines années, hein. Et c'est quand même très rassurant parce qu'on voit que dès aujourd'hui, on peut acheter sur les marchés du gaz pour l'année 2027 à moins de 40 euros. Donc ça prouve bien que les marchés anticipent un retour progressif à la normale. Et finalement, c'est très positif pour les consommateurs, même s'ils ne payent pas directement ces prix de marché. On voit que l'évolution à la baisse des prix de marché devrait faire que les prix du gaz, du point de vue de la fourniture, devraient être orientés plutôt à la baisse dans les prochaines années. Alors justement, dans la planche suivante, on présente l'évolution des prix de fourniture. Donc là, c'est les prix qui sont publiés régulièrement par les ministères de la transition énergétique, en l'occurrence pour des clients chauffage, hein, donc des niveaux de consommation caractéristiques du chauffage, pour les différentes formes d'énergie de chauffage d'ailleurs, électricité en bleu, GPL en orange, fuel domestique en rouge, gaz en vert et bois en gris. Et donc on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes évolutions, hein, que la courbe précédente. Alors il y a un petit décalage dans le temps parce que le dernier point disponible date du premier semestre 2022, mais c'était déjà évidemment un moment où les prix des énergies s'étaient envolés. Et on voit qu'on n'a pas du tout ce phénomène du point de vue des prix de fourniture, notamment pour l'électricité et le gaz, dont les clients sont protégés à double titre, déjà parce qu'ils ont souscrit souvent à des offres à prix fixe qui les protègent, hein, des évolutions de prix pendant toute la durée du contrat.
d'une part, et d'autre part, parce que les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre des mécanismes de protection. Donc c'est ce qu'on a appelé les boucliers tarifaires qui se sont appliqués sur les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. Et donc ça a considérablement protégé les consommateurs de l'évolution des prix. On voit qu'on n'a pas le même niveau de protection pour les consommateurs de fuel, dont les prix sont sont envolés là en 2022. Et donc ce qu'on a vu de l'évolution des prix de marché est quand même plutôt rassurant sur les perspectives d'évolution des prix de fourniture aux clients, puisque en principe les boucliers tarifaires auront fonctionné à plein, auront apporté leur rôle de lissage, et on peut espérer que dans les prochains mois ou années, les prix n'augmentent pas, les prix du gaz en particulier n'augmentent pas au-delà du niveau actuel du bouclier tarifaire. Alors Eric, on t'entend plus là par contre. Merci Benoît, merci pour ces explications. Un autre facteur pourrait venir également jouer sur la stabilité des prix dans le temps, sur la sécurisation des approvisionnements, mais également sur la décarbonation du mix énergétique. C'est le gaz vert, ou plutôt les gaz verts. Alors, de quoi parle-t-on vraiment et en quoi pouvons-nous parler de performance des gaz verts, Benoît? Oui, alors les gaz verts, donc c'est un gaz qui est produit localement. Donc ça, c'est déjà un facteur intéressant. On produisait historiquement du gaz en France en exploitant un gisement qui était dans le sud-ouest de la France, le gisement de Lac. Mais c'était pas du tout le même gaz puisque c'était un gaz naturel fossile. Là, le gaz dont on parle, qui commence à être produit assez massivement maintenant un peu partout en France, c'est le biométhane. Donc c'est un gaz qui a la particularité d'être à la fois renouvelable et décarboné. Donc ce gaz, il est produit par le procédé de méthanisation, qui est un procédé biologique naturel, qui consiste à faire fermenter de la matière organique qui vient soit de résidus de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire, soit de boues de stations d'épuration ou de divers déchets. Ces intrants sont placés dans des espèces de yourtes qu'on voit maintenant fleurir là dans nos campagnes, qui sont en fait des digesteurs qui donc permettent la dégradation de la matière organique avec une température qui est maintenue assez élevée, aux alentours de 38 degrés, et ce qui permet de produire un gaz riche en méthane qui, après épuration, donc ce méthane, peut être injecté dans le réseau de gaz et se substituer totalement au gaz fossile. Donc oui, on peut parler de performance importante de ce gaz, surtout sur l'aspect carbone. Donc c'est la planche suivante d'ailleurs, puisque on montre, slide suivant, les différents facteurs d'émission des énergies. Et on montre bien que ce gaz, effectivement, a comme caractéristique d'être largement décarboné. Donc par rapport au gaz naturel, chaque kilowattheure de biométhane consommé émet dans l'atmosphère 5 fois moins de CO2 que le gaz naturel. Et d'ailleurs, c'est même encore plus, c'est même 10 fois moins si on tient compte des effets induits positifs de l'utilisation du biométhane, comme la production d'un digestat qui sert d'engrais et qui vient se substituer à des engrais fossiles, carbonés, ou les émissions évitées par ailleurs par l'utilisation des déchets qui sont utilisés pour la production du gaz. Donc un bénéfice très très fort sur le plan environnemental. Voilà, je ne sais pas si on a quelques planches suivantes. Oui, très rapidement, pour parler du potentiel de développement de ce gaz, qui est vraiment très important. Alors, on pourrait penser que c'est anecdotique. Quand on regarde aujourd'hui la part du biométhane dans la consommation de gaz en France, elle est de 2%. Ce qui paraît faible, mais qui est quand même déjà significatif, parce que ça correspond à peu près, en particulier à la puissance d'un réacteur nucléaire en équivalence, donc c'est quand même déjà considérable. Mais surtout, la dynamique est très très forte. On part de un premier site raccordé au réseau en 2011, il y en avait 44 en 2017, et là on voit que la croissance est exponentielle. On a dépassé 500 sites raccordés au réseau en 2022. Et si on passe à la planche suivante, on s'aperçoit que le potentiel de production des gaz verts, puisqu'il faut parler de gaz vert au pluriel, j'ai présenté uniquement le processus de méthanisation, mais il y a d'autres processus de fabrication de gaz renouvelables
et bas carbone, qui vont prendre le relais, en tout cas qui vont s'ajouter à la méthanisation, et dont le potentiel estimé par la filière gazière, mais aussi par des acteurs indépendants comme l'ADEME, Solagro, Enea, est considérable. 420 TWh, c'est le potentiel de production réaliste estimé pour ces gaz verts à l'horizon 2050. Et finalement, c'est quasiment de l'ordre de grandeur de la consommation de gaz aujourd'hui. Donc on voit qu'on a de la marge, sachant que cette consommation de gaz, évidemment, elle est appelée à diminuer fortement d'ici 2050. Donc ça laisse quand même un espoir très sérieux sur la capacité de décarbonation des usages du gaz. Merci Benoît, c'est très clair. Le paysage énergétique est maintenant dressé. Les différentes crises nous imposent d'équiper les logements neufs de systèmes très performants et de rénover massivement le parc de logements existants. À date, le gaz est fortement présent et est une réponse, on l'a vu tout à l'heure, à la pointe énergétique hivernale. Environ une maison sur trois et un appartement sur deux est actuellement chauffé au gaz. Donc, dans ce contexte énergétique, les pouvoirs publics ont mis en place de nouveaux outils pour mesurer et inciter la rénovation énergétique. Héloïse, je le rappelle, vous êtes référente efficacité énergétique chez Cegibat. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, et sur ses conséquences? Merci Eric, bonjour à tous. Alors en effet, le DPE a été récemment modifié. En fait, la loi climat résilience du 24 août 2021 a mis ce DPE, l'a replacé au cœur de la stratégie de rénovation énergétique du parc de logement. Le DPE devient du coup l'outil et l'indicateur numéro 1 des performances des bâtiments. Alors ce DPE, il existe depuis 2006. Il a été modifié en 2012 pour le rendre plus complet et le fiabiliser. Et là, en 2021, il a été à nouveau refondu pour être plus fiable, pour le rendre opposable. Et puis, le critère carbone qui était déjà intégré dans les précédentes versions a pris de l'importance et de deux étiquettes, une énergie, une carbone, qui cohabitaient, mais dont seule l'étiquette énergie finalement était obligatoire sur les annonces de vente ou de location des logements, par exemple. Les deux étiquettes sont venues fusionner pour caractériser d'un seul tenant la performance du bâtiment, sachant qu'on prend pour caractériser cette performance la moins bonne étiquette des deux, énergie et carbone. Alors cette loi climat résilience, elle se base sur les résultats, du DPE, et elle impose, pour, les logements et notamment pour les plus énergivores, des obligations d'audit, de rénovation, de plans de travaux qu'on va détailler, rapidement ici. Donc la première obligation qui concerne les passoires thermiques, elle est déjà intervenue. Donc en 2012, cette loi impose le gel des loyers dans les passoires thermiques, donc de classe F et G depuis 2022. Il y a d'autres obligations et contraintes qui vont être mises en place, notamment l'interdiction de mise en location des logements. Alors, toujours avec une interdiction progressive, en 2025, on va commencer par l'interdiction de mise en location des logements de classe G, puis de classe F, puis de classe E en 2034, pardon. Il y a également qui va être mise en place assez rapidement une obligation d'audit énergétique pour la vente des bâtiments en monopropriété. Donc ça va concerner les maisons et les immeubles en monopropriété en cas de vente du bien, et toujours avec une mise en œuvre progressive en commençant par les bâtiments les plus énergivores. Et puis des obligations qui sont, elles, relatives, qui sont spécifiques aux copropriétés, pardon, avec une demande de production d'un plan pluriannuel de travaux, donc à partir de 2023, et puis de mise en place de DPE collectifs pour les copropriétés. Et cette fois-ci, alors il y a encore une progressivité dans la mise en œuvre de ces éléments, mais elles ne sont pas basées sur la performance des bâtiments, mais plutôt sur leur nombre, leur taille, leur nombre de lots, en commençant par des copropriétés avec des lots de plus de 200 lots. La loi climat résilience introduit également c'est le slide suivant, s'il vous plaît. Introduit également une notion de rénovation performante
pour caractériser du coup la performance des bâtiments après rénovation. Alors, elle dispose d'un cadre général qui définit donc que pour pouvoir avoir l'appellation de bâtiment rénové de manière performante, il faut que ces bâtiments aient étudié les 6 postes de travaux et arrivent avec une performance dans des étiquettes A et B, A ou B du DPE. Alors, dans ce cadre général, il y a également des dérogations, notamment pour les bâtiments en passoire thermique. Donc les bâtiments en classe F ou G qui, eux, doivent fournir un plus gros effort qui devraient fournir un plus gros effort pour atteindre les classes A et B. Donc, on accepte qu'ils arrivent en classe C, toujours en ayant étudié les 6 postes de travaux, ce qui est déjà un saut non négligeable pour ce type de bâtiment. Et puis, une autre dérogation, alors là qui concerne plutôt les bâtiments qui sont actuellement en classe E, et qui ont des contraintes patrimoniales et ou des coûts de travaux disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Alors ces conditions dérogatoires, elles ont été précisées dans le décret du 8 avril 2022 qui donne des précisions sur notamment le critère économique qui a été fixé à 50% de la valeur du bien. Donc de la même manière, il faut que ces bâtiments arrivent en classe C, donc n'atteignent pas forcément les classes A et B. Par contre, ils devront avoir travaillé sur l'ensemble des 6 postes de travaux. Alors cette notion de rénovation performante, elle est vraiment là pour guider la rénovation énergétique et environnementale des logements. Pour autant, il n'y a pas aujourd'hui elle n'est pas prise en compte dans l'attribution des aides à la rénovation. Après, ça pourrait évoluer par la suite. Très bien, merci. C'est très clair, Héloïse. Donc, de nouveaux indicateurs, des contraintes pour les propriétaires. Pas toujours facile d'y voir clair sur les solutions à mettre en œuvre. Moi, j'ai une question qui vient, c'est comment s'y retrouver et quelles pistes envisager pour rénover son logement ou son parc de logement. Et j'en profite, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Nous les prenons au fil de l'eau ou nous y répondrons par la suite. Donc, Héloïse, je te repose la question. Comment s'y retrouver et quelles pistes envisager pour rénover son logement ou son parc de logement? Alors évidemment, chaque logement est particulier, donc il faut l'étudier au cas par cas. Pour pouvoir répondre, nous, quand même, à cette grande question, nous avons lancé une grande étude il y a 2 ans pour étudier des logements types, pour avoir une image du coup des chemins de rénovation qu'il faut appliquer à différents bâtiments du parc de logement pour réussir à tendre justement vers ces rénovations performantes énergétiquement et environnementalement. Donc, on a fait travailler différents bureaux d'études sur ce sujet, à la fois sur des maisons et des logements collectifs. Du coup, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une base de données étendue avec différents scénarios de rénovation que d'ailleurs les ingénieurs efficacité énergétique de GRDF utilisent pour accompagner les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage dans l'orientation de leur stratégie de rénovation. Alors, donc, vous pourrez retrouver les résultats détaillés de cette étude dans le replay du webinaire Nouveau DPE et loi climat résilience, leurs impacts sur votre stratégie de rénovation, qui a été diffusé le 11 mai dernier sur la plateforme Webikeo. Aujourd'hui, je vais juste revenir sur les grandes tendances en logement collectif pour vous donner quand même une idée de ce qui peut être fait. Mais je vous invite à aller plus loin donc, sur ce webinaire qui a été fait précédemment. Donc, vous voyez déjà à l'écran donc les efforts qui doivent être faits pour les bâtiments de classe F et G. Donc, c'est ceux qu'on a étudiés en premier lieu. Sur le sur le graphique que vous pouvez voir, sont représentées la performance énergie et carbone de ces bâtiments au travers des différentes étiquettes DPE. Donc, vous avez les consommations d'énergie en ordonnée et les émissions de gaz à effet de serre en abscisse. Les bâtiments avant rénovation sont situés sur la droite, donc avec les bâtiments gaz plutôt en haut, entourés en noir, et puis les bâtiments en fioul plus bas. Et puis entourés en bleu, donc qui atteignent l'étiquette C, donc qui permettent donc d'atteindre une rénovation performante. Ce sont les bâtiments après rénovation, donc sachant qu'on a travaillé à la fois sur l'isolation du bâtiment et le changement de système. Mais ce qu'on peut voir, c'est que
qu'on arrive donc déjà à atteindre l'étiquette C, à sortir des passoires thermiques en ayant recours à des systèmes gaz traditionnels, donc par exemple avec une chaudière gaz THPE simple et classique, à des couplages de solutions gaz avec des ENR, notamment avec un couplage avec du solaire thermique en zone H3, des couplages des solutions gaz avec des solutions électriques, donc par exemple les packs hybrides qu'on va développer un petit peu par la suite. Ou bien un raccordement à un réseau de chaleur performant ou des pompes à chaleur électriques double service. De la même manière, si on prend des bâtiments qui sont initialement en classe C, D ou E, donc déjà un petit peu plus performants, qui ont bénéficié déjà éventuellement de rénovation ou qui ont été construits plus tard, les conclusions restent globalement les mêmes. Alors toujours une nécessité de travailler sur le bâti évidemment, pour atteindre les classes A ou B du DPE dans ces cas-là et donc avoir mis en place une rénovation performante, on utilise dans ces cas-là plutôt des solutions donc sur les systèmes qui sont pressentis pour respecter les seuils de 2025 de la RE 2020 sur les bâtiments neufs. Donc à ce sujet, nous, on travaille depuis quelques temps maintenant avec les fabricants et la filière à l'émergence et la consolidation de solutions techniques qui sont compatibles avec ces seuils de 2025 et qui peuvent être déclinés sur des projets de rénovation. Alors, on le sait, le gaz est une énergie appréciée par les occupants, et voilà de quoi les rassurer. En effet, ces solutions gaz associées à des travaux sur le bâti et la ventilation permettent d'atteindre cette fameuse rénovation performante. Dans la rénovation globale, on constate toutefois un parent pauvre, hein, c'est la rénovation énergétique des copropriétés en chauffage individuel. Que peut-on faire, Héloïse, pour les immeubles en chauffage individuel gaz? Alors en effet, en copropriété, en chauffage individuel gaz, les travaux de rénovation, ils sont souvent traités au cas par cas, de manière individuelle. Notamment les travaux sur les chaudières individuelles en copropriété, elles sont souvent remplacées dans l'urgence quand elles tombent en panne et souvent à l'identique. Pourtant, le fait de rénover des chaudières standards ou des anciennes basse température par une chaudière à très haute performance énergétique, ça permet de gagner jusqu'à 30 de la consommation d'énergie du logement et ça équivaut en moyenne au saut d'une classe sur l'étiquette DPE, ce qui est quand même intéressant et relativement facile à mettre en œuvre. Alors, bon, si on peut juste passer sur le slide d'après, effectivement, changer une chaudière, ça semble assez simple, mais c'est sans compter sur la diversité des conduits d'évacuation des produits de combustion sur lesquels elles sont raccordées. Alors, quand on est quand les chaudières sont raccordées sur des conduits individuels, c'est relativement simple. Alors, ces conduits individuels, on les trouve majoritairement dans les immeubles d'avant 1950. Donc, ça représente quand même 1,6 million de chaudières. Dans ce cas, l'installation d'une chaudière condensation est assez simple car le conduit de fumée, comme la chaudière, font partie des parties privatives des logements et les travaux sont à la main du propriétaire de l'appartement. Dans ce cas, l'installation d'une chaudière condensation est obligatoire, donc selon la directive éco-design, éco-conception, sauf si le conduit mesure plus de 10 mètres. Là aussi, il peut y avoir des dérogations. Dans ce cas-là, 2 solutions sont envisageables, soit l'installation d'une chaudière ventouse avec percement de la façade, sous réserve d'acceptation bien sûr de la copropriété, ou bien le tubage du conduit existant pour le rendre compatible avec les produits d'évacuation des produits de combustion, les fumées, d'une chaudière à condensation qui ne sont pas sur les mêmes régimes de température et d'humidité. Donc il est obligatoire de rendre adaptable ce conduit aux chaudières à condensation. Donc ça, c'est selon la réglementation gaz que vous pourrez retrouver. Alors quand quand les chaudières sont raccordées sur des conduits collectifs, donc ça peut être un peu plus délicat. Alors pas forcément en termes de solutions techniques, mais en termes de prise de décision. Donc pour vous donner une idée, il y a environ 1,4 million de chaudières qui sont raccordées à des conduits collectifs, donc c'est à peu près 50-50 avec les conduits individuels. Sachant que donc il y a plusieurs typologies de conduits collectifs, des conduits Chint et VMC Gaz qui représentent le gros, la majorité des conduits de ce type, et puis également des chaudières en alvéole technique gaz ou des conduits 3CE tirage naturel, qui sont un peu moins représentés, mais importants également.
Dans ce cas-là, la décision de rénover les chaudières avec un passage en chaudière à condensation doit être collectif, car l'adaptation du conduit est collective. Et ce qui, en copropriété, nécessite de construire ce projet bien avant que les chaudières tombent en panne, parce que dans ces cas-là, il va falloir faire adhérer l'ensemble des copropriétaires concernés avec une prise de décision collective et des travaux qui vont être qui seront mis en place en simultané. Alors cette prise de décision collective, donc ce qu'on disait, elle peut être un peu délicate à mettre en œuvre, mais pour autant, elle va permettre de bénéficier de tarifs plus compétitifs sur le matériel. Et puis, par son caractère collectif, elle peut également bien s'intégrer dans un projet de rénovation globale du bâtiment. Alors là, je vais vous donner, juste pour vous illustrer un petit peu quels sont les types de solutions de rénovation possibles pour un conduit collectif. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, il y a deux grandes solutions de rénovation qui existent pour un conduit collectif, donc en passant à des chaudières à condensation. La rénovation au cas par cas, donc qui est globalement la même que pour les chaudières sur conduit individuel, hein, donc avec un déraccordement de la chaudière du conduit collectif et percement de la façade pour installer des chaudières ventouses. Donc ça, c'est possible dans la majorité des cas, mais c'est quand même bien de pouvoir réfléchir à une solution collective en amont, parce qu'il y a certains appartements qui n'auront pas forcément la chaudière positionnée sur cours qui permettent un dégagement vis-à-vis de la fenêtre. Qui permettent d'installer une ventouse tout simplement. Et du coup, ces logements-là pourraient se retrouver un peu embêtés si tous les voisins sont passés à des solutions en ventouse. Donc voilà, réfléchir toujours à un projet collectif qui dispose de solutions techniques. Hein. Donc voilà, donc c'est la rénovation globale du conduit de fumée avec intervention sur le conduit et remplacement de l'ensemble des chaudières de manière simultanée. Donc finalement, Eric, il existe des solutions pour les copropriétés en chauffage individuel. Il faut bien prendre le projet en amont. D'ailleurs, alors slide suivant encore, afin d'encourager ce type de rénovation et l'amélioration de la performance des logements, GRDF a lancé le 15 décembre dernier un appel à projet sur le remplacement des chaudières individuelles standards accordées sur des conduits de fumée de type Alsace et Chinte en copropriété. Alors cet appel à projet est ouvert à tous. Le dépôt des dossiers est limité au 22 février prochain, donc vous avez encore un peu de temps. Et l'objectif est de faire émerger différentes idées pour remplacer les chaudières existantes. Donc voilà, pour en savoir plus, je vous encourage à vous rendre sur la plateforme innovation de GRDF, où vous retrouverez tous les détails liés à cet appel à projet. Merci Héloïse. On a parlé chauffage individuel. Le chauffage collectif est également très présent en France. On estime à peu près 3 millions le nombre de logements, parc privé, parc public confondus, chauffés par l'intermédiaire d'une chaufferie collective au gaz. Également, entre 250 000 et 300 000 logements raccordés à une chaudière fuel à proximité du réseau de gaz GRDF. Que proposer alors à ces propriétaires ou à ces copropriétaires? Alors quand on est effectivement en face d'un bâtiment doté d'une chaudière fuel vieillissante, son remplacement par une chaudière gaz THPE est un levier assez rapide de gain de performance énergétique et environnementale. D'autant plus parce que la capacité de modulation des chaudières THPE au gaz leur permet d'être installées à peu près à n'importe quelle étape du parcours de rénovation du bâtiment. Donc dans l'exemple que vous voyez ici, donc c'est un exemple de copropriété parisienne. Il y a des travaux sur le bâti qui ont été réalisés, l'installation d'une chaufferie gaz en remplacement de celle au fioul, et puis l'intégration de panneaux solaires thermiques en toiture. Et tous ces travaux ont permis de gagner 2 classes sur l'étiquette DPE. Alors d'un point de vue plus général, on gagne en moyenne 30 d'économie d'énergie simplement avec le remplacement d'une chaudière fuel par une chaudière gaz THPE, donc neuve. Et on divise par 2 la consommation, l'émission de gaz à effet de serre, pardon. Ce qui permet d'avoir un gain énergétique et environnemental très rapide et d'ailleurs qui est valorisé par le gain en moyenne d'une classe sur l'étiquette DPE, donc nouvelle version.
Merci. On a vu qu'il fallait des solutions encore plus performantes pour aller chercher les classes A ou B du DPE. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, pour aller plus loin dans le gain de performance énergie et carbone et aller viser ces classes A et B du DPE, une des solutions pour travailler sur le système est de se tourner vers un système qui associe du gaz et de l'électricité, alors dont un système représentant est la pompe à chaleur hybride. Ce sont des matériels qui sont proposés de plus en plus, par de plus en plus de fabricants. Pour vous décrire un petit peu ces types de produits, ce sont des systèmes qui associent une chaudière gaz à condensation de puissance modulante avec une pompe à chaleur électrique, sachant que cette hybridation, elle est pilotée par une régulation intelligente qui permet de donner en temps réel la priorité au générateur le plus performant, selon un paramètre prédéfini, donc soit par exemple la performance en énergie primaire de chaque équipement ou bien encore le coût des énergies. Donc, ce que vous pouvez voir là sur le petit schéma à droite du slide, c'est que finalement, le fonctionnement, donc quand les températures extérieures sont modérées, la PAC va fonctionner seule avec des bonnes performances, son COP est élevé. Quand les températures se réduisent un petit peu, la chaudière THPE vient fonctionner en appoint de la PAC pour compenser l'augmentation du besoin de chauffage et puis la légère diminution de performance de la pompe à chaleur. Et puis, quand les températures sont plus rigoureuses et que le COP de la PAC devient inférieur au rendement de la chaudière, c'est la chaudière qui prend le relais à 100% pour couvrir l'ensemble des besoins du logement. Alors pour vous donner une petite idée de dimensionnement, la PAC couvre environ 30% de la puissance en chauffage, ce qui équivaut à 60 à 80% du besoin du bâtiment, voilà, donc ce qui est une part très importante. C'est un système qui garantit un confort optimal et un rendement optimisé sur l'ensemble de l'année, quelles que soient les températures extérieures, donc c'est assez intéressant. En gros, il coche toutes les cases et puis, d'ailleurs, à un niveau plus global, ça permet également de soulager, le réseau électrique en période de grand froid, au moment des pointes de consommation électrique, lorsque le réseau est le plus sollicité et puis que les moyens de production électrique sont les plus carbonés. Donc il existe, des solutions, de pompe à chaleur hybride individuelles et des solutions de pompe à chaleur collective, sachant que ces pompes à chaleur, hybrides individuelles sont déjà commercialisées dans les maisons neuves et existantes avec une offre fabricant diversifiée et puis des aides financières mobilisables. Et puis les pompes à chaleur hybrides collectives, sont développées, plutôt actuellement par les fabricants, pour répondre aux exigences des bâtiments neufs et notamment au seuil de 2025, mais sont déclinables sur des projets de rénovation. D'ailleurs, qui peuvent même même s'intégrer en conservant la chaudière existante si celle-ci est suffisamment récente et performante. Pour en savoir plus sur ces systèmes, vous pourrez retrouver en replay le webinaire proposé la semaine dernière sur la plateforme Webikeo par GRDF, qui s'appelle RE 2020, le défi du bas carbone, l'alternative confirmée de la PAC hybride et qui détaille ce sujet. Merci Héloïse. Oui, merci beaucoup. C'était très clair et je crois que tu es un petit peu pressé avec un train à prendre. Tout à fait. Merci pour tous ces éléments. Ce webinaire touche bientôt à sa fin. On est presque dans les temps. Évidemment, les équipes de GRDF restent à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix énergétiques grâce à des outils et autres supports. Je vais citer notamment un livre blanc à destination des copropriétés qui est téléchargeable, un réseau de personnes sur le terrain pour vous accompagner, des guides. Pour répondre à certaines questions, un réseau d'installateurs a également été créé avec l'association des professionnels du gaz pour permettre de contacter des personnes qui sont spécialistes de ces sujets de la rénovation des chaudières individuelles. Le site Cegibat, où vous allez retrouver toute l'expertise de Cegibat sur tous les sujets du gaz, de la chaudière individuelle, de la pompe à chaleur. Donc voilà, l'accompagnement de GRDF qui est là, également le numéro du service client qui a été remis également dans le chat. Tous ces éléments seront compilés et vous seront envoyés. J'espère que nous avons réussi à vous rassurer dans ce contexte, encore une fois, de crise énergétique et environnementale. Oui, le gaz est toujours un atout pour les logements de demain, aussi bien dans le neuf que dans l'existant, avec des solutions techniques performantes. La montée en puissance des gaz verts permettra de réduire encore plus l'étiquette carbone du DPE, ce qui pourrait être rapide finalement si la fourniture de gaz vert était prise en compte dans le DPE.
Ça, c'est réglementaire et nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise dans les mois à venir. Souhaitons-le en tout cas pour les occupants des logements. Merci pour votre participation à ce webinaire et à bientôt.